Donc notre table n'est pas tout à fait ronde, mais néanmoins l'objectif est de faire circuler la parole. Et je vais donc poser quelques questions pour présenter ces fonds. Et donc ma première question, donc à laquelle Agnès, vous aurez l'honneur de répondre en premier. Ma première question, quand vous pensez au fonds Eiffel, aux archives Eiffel dont vous allez nous parler, quelle image vous vient spontanément et pourquoi ? Alors, une petite précision, aux Archives nationales, il n'y a pas de fonds Eiffel à proprement parler, mais des archives sur Gustave Eiffel au long de sa vie, pour des étapes sur lesquelles il a été en contact avec l'administration, et des fonds sur la tour Eiffel. Donc l'image, évidemment, c'est la tour et sur particulièrement donc, les surfaces présentées au vent. Pourquoi ? Parce que bon, il a eu une carrière, comme vous savez, prestigieuse, mais aussi des aléas, et il a toujours su rebondir et faire face. Voilà. Donc c'était à la fois une bonne illustration de ce que nous pouvons avoir aux Archives nationales et une illustration de sa vie. Merci. Alors, aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, nous avons les archives des anciens établissements Eiffel. Et j'ai choisi ce plan bleu, tout simplement parce qu'il s'agit donc du plan concernant donc, le pont du Douro, qui est le dossier le plus ancien dans le fonds Eiffel que nous avons. Donc ce n'est pas son premier chantier, bien sûr, donc 1875. Ici, et c'est parce que aussi les plans techniques sont parfois donc difficiles à déchiffrer. Celui-ci était quand même assez clair, et le fait qu'il soit sur fond bleu, il y a un certain esthétisme. Merci beaucoup. Jean-François, j'ai choisi pour vous ce que vous allez nous présenter, que vous connaissez bien. Voilà, donc moi je voudrais vous parler du fonds Eiffel du musée d'Orsay, plus précisément du cabinet des arts graphiques, qui est un endroit absolument merveilleux, une grotte d'Ali Baba, une caverne d'Ali Baba que je crois Michel Carmona et moi avons beaucoup fréquenté et sommes d'accord pour dire qu'on y trouve des merveilles. Et ça permet de dire que... Alors, je ne suis pas archiviste, je suis historien, grand amateur d'archives, et je considère qu'il n'y a pas d'histoire sans consultation d'archives. Ce qui n'est pas forcément partagé par tous les collègues. Voilà. Donc, et alors, ce fonds est formidable, et je voudrais rendre hommage à une personne qui était là tout à l'heure, mais qui est partie, enfin une famille, la famille Granet, donc descendant de Gustave Eiffel, avec Bernard Granet en particulier, centralien, qui était le mari de Madame Granet qui était là, et leur fille, Amélie Granet, a travaillé pendant de longues années à classer ce fonds, d'abord à s'occuper de cette donation, et c'est un fonds absolument merveilleux qui est très 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 loin d'avoir été épuisé. Donc j'incite tous ceux qui adorent les archives à y aller. Les sujets ne sont jamais définitifs. C'est une chose qu'il faut quand même dire et redire. Même l'histoire de Gustave Eiffel, pourtant travaillée, peut être encore labourée, et grâce à ces archives en particulier. Donc peut-être j'aurai l'occasion tout à l'heure de dire ce qu'on y trouve. Mais je ne vais pas prendre trop longtemps la parole maintenant. Donc, Juste un mot tout de même pour identifier ce document. Alors, ce document, il y a entre autres dans ce fonds beaucoup de choses sur la construction de la Tour Eiffel. C'est un fonds avec des parties de l'œuvre d'Eiffel très bien documentées et d'autres pas du tout, comme par exemple la Statue de la Liberté. Et j'ai été très surpris de voir que la Tour Eiffel faisait partie une grosse partie de ce qu'on y trouve. Et la Tour Eiffel vue boulon par boulon, si j'ose dire, ou plutôt rivet par rivet. Donc il y a tous les marchés, on peut y passer des heures, mais carrément ça, au jour le jour.
on peut les compter avec lui, parce que bon, une entreprise comme l'entreprise Eiffel avait énormément, bien sûr, pour le chantier de suivi, de comptabilité. Et donc, on a ceci. Et donc, sur la tour Eiffel, il y a aussi d'extraordinaires photos, et il y a des photos aussi de l'après-construction, et notamment en 1923, je crois, enfin, oui. L'année de la mort de Gustave, pardon, une visite de la tour Eiffel avec un livre d'or, et on y remarque Léon Guillet, le directeur de l'école centrale à cette époque. C'était ça qui était drôle. C'est Philippe Denizet qui a dit, mais c'est Léon, on l'appelle le gros Léon quand on est un ancien centralien. Voilà. Merci Jean-François. Et je terminerai juste par, j'oserais pas l'appeler un 4e fonds d'archives, mais à Centrale Supélec, donc sont conservés notamment au sein de la bibliothèque, tout le fonds ancien de la bibliothèque de l'École centrale des arts et manufactures. Et à l'occasion de l'exposition qui se tient sur le campus Gustave Eiffel, centralien du siècle, donc je souhaitais, voilà, le document qui me venait, ce n'est pas le registre de promotion, voilà, on en a vu beaucoup ce matin, mais c'est ce mémoire sur les épreuves des arcs métalliques, donc qui date de 1867, donc la première publication d'Eiffel, qui est lithographiée en fait. Donc elle est actuellement exposée, et autant la page de titre est imprimée, autant le contenu à l'intérieur est lithographié sur la presse lithographique du Sénat. Donc un document mi-archive, mi-bibliothèque. En vous écoutant, j'avais en tête le très beau mot que M. Carmona a eu là, ce midi en déjeunant. Le bonheur, c'est le document. Ce que je trouve magnifique pour parler des fonds d'archives. Et on aime aussi les histoires. Chacun des fonds dont vous avez ou dont vos collègues ont la charge a une histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ces fonds sont arrivés dans vos institutions ? Agnès, je vous laisse commencer. Alors là, comme il y en a plusieurs, donc celui qui correspond au document que vous avez vu en premier fait partie des archives du commissariat général de l'exposition de 1889, qui a donc été versé en série F12 ce sont des archives du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie. Donc voilà, c'est un versement qui est arrivé comme toutes les archives dont je parlerai tout à l'heure. Donc ce fonds-là, c'est vraiment les relations entre Gustave Eiffel et puis son entreprise ensuite, avec l'administration, les divers départements du commissariat général à l'exposition, pendant la construction, les comptes qu'il y avait à rendre au titre de la convention de 1887 entre l'État, la ville de Paris et Gustave Eiffel, puis après la société qui a repris ses droits, enfin à laquelle il a transmis ses propres droits. Voilà, donc après, je crois que c'est plutôt la troisième question où je répondrai sur l'ensemble. Donc le fonds des établissements Eiffel conservés aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix a d'abord été collecté sur le site de Paris des Archives nationales en 1977, puis transféré à l'ouverture en 1993 à Roubaix. Nous venons de fêter nos 30 ans. Voilà. Et ce fonds comporte 50 mètres linéaires. Ce n'est que 10% de ce qui a été prélevé, collecté au moment de la fermeture des établissements, ce que nous a laissé le liquidateur judiciaire. Et suite à ce don, nous avons pu acquérir en 2020 et cette année en 2023 de nouveaux achats, puisque nous sommes toujours à l'affût lors des places de vente, dans les librairies, mais également dans la vente aux enchères. Et vous avez ici en photo, en avant-première, la vingtaine d'albums photographiques qui viennent compléter le fond qui est plutôt
donc très écrit, sans trop d'illustrations en dehors des plans techniques. Voilà, donc une vingtaine d'albums photographiques et qui vont plonger même jusqu'au 19e siècle, ce qui vient documenter ce fonds qui comportait que 2 à 3 photographies. Voilà. Donc vous avez en avant-première, et la deuxième photo, si vous pouvez montrer, Marie-Hélène, il y a une deuxième photo. Voilà, pardon, merci. Et donc voilà, donc ça, ce sont les photos du temps de Gustave Eiffel qui sont à l'intérieur de ces albums photos que nous avons donc achetés récemment, qui sont en cours de classement et qui vont être numérisés pour donc le centenaire, voilà, juste après Noël, donc de la mort de Gustave Eiffel. Merci beaucoup. Et donc pour le fonds du musée d'Orsay, Jean-François. Alors, le fonds du musée d'Orsay, au départ, c'est la fille aînée donc, de Gustave Eiffel, Claire, épouse d'Adolphe Salle. C'est d'abord ses archives, mais les Granet, donc, qui sont leurs descendants, ont rassemblé d'autres choses. Ils ont fait tout un travail de rassemblement pour le rendre encore plus important. Alors, ce fonds, on va y trouver donc d'une part des archives personnelles, des archives familiales, et d'autre part des archives d'entreprise. Et des archives d'entreprise qui sont antérieures au retrait de Gustave Eiffel de son entreprise, c'est-à-dire en 1892. Il y a quelques éléments qui sont aussi de l'époque Salle, Adolphe Salle, donc des archives qui sont anciennes en quelque sorte par rapport à ce qu'on peut trouver à Roubaix, et les deux fonds se complètent très bien. Et pour ce qui est des archives personnelles, donc ça commence précisément, puisque nous sommes ici autour de Gustave Eiffel centralien, sur sa scolarité à Centrale, sa préparation à l'école Sainte-Barbe, son enfance aussi, donc il y a des choses sur les ascendants de Gustave Eiffel, et puis donc des choses qui concernent la scolarité qui sont tout à fait extraordinaires parce que elles sont retracées par une correspondance quasi journalière avec sa mère. Donc évidemment, il lui confie toutes sortes de choses, pas tout. Sa mère est assez possessive, disons. Donc on se dit parfois pourquoi ne lui dit-il pas ça et ça. En tout cas, il prend beaucoup de temps à lui expliquer qu'il est un élève studieux, ce qui est assez confirmé par les notes dont on dispose dans son dossier de scolarité, et que ses parents ont bien fait de lui faire préparer Centrale et ensuite de payer sa scolarité, qui à cette époque-là est loin d'être négligeable. Il faut trouver un logement. Je vous rappelle qu'il est originaire de Dijon, et l'école est payante. Donc il doit sans arrêt justifier le fait, et c'est assez drôle d'une certaine manière, alors il en rajoute, le fait qu'il travaille comme il faut et que l'argent investi est bien investi en permettant de faire cette scolarité qui dure 3 ans. Merci beaucoup. Donc 3 fonds d'archives, voilà, des histoires très différentes entre les fonds des archives nationales qui sont des fonds finalement issus de collectes administratives réglementaires, le fonds des archives du monde du travail de Roubaix qui est un fonds d'entreprise, enfin ce qu'il en reste en tout cas, et puis donc ce fonds du musée d'Orsay atypique puisqu'il a ces 2 aspects, origine privée et puis activité professionnelle. Quels aspects de la vie ou de l'œuvre de Gustave Eiffel est-ce qu'un historien peut alimenter, peut redécouvrir à travers ces différents fonds ?
Alors, concernant donc, les archives nationales, pour terminer sur le document que je vous ai montré, donc, il y a, concernant la tour, les dossiers du commissariat général de l'exposition de 1889, mais aussi des archives du commissariat général de l'exposition de 1900, où là, la question de la tour, de son intégration ou pas dans l'exposition, des tarifs, il y a plein de questions de la sécurité des ascenseurs s'est posée. Donc il y a là aussi beaucoup d'échanges entre la société et l'administration du ministère du Commerce et de l'Industrie. Concernant la vie de Gustave Eiffel, eh bien, il y a des focus évidemment qui sont liés donc, à ses contacts avec diverses administrations pour diverses raisons. Alors, évidemment, le registre de scolarité, les 2 feuilles, comme vous en avez vu beaucoup ce matin pour ceux qui étaient là, donc versés par l'école centrale des arts et manufactures. Le dossier d'élèves reconstitué aussi dans la même collection. Alors ça, c'est des dossiers d'élèves reconstitués parce qu'à l'époque, pour le 19e siècle, ce ne sont pas des dossiers d'élèves faits par l'école au moment même, mais des dossiers plutôt documentaires avec quelques pièces d'archives et puis beaucoup de photocopies d'articles ou de choses relatives à Gustave Eiffel, mais ce dossier a été ouvert pour des élèves qui étaient jugés ayant fait une carrière plus intéressante que d'autres. Ce n'était pas le cas de Paul Bouvard ce matin, par exemple. Il n'a pas de dossier d'élèves reconstitué aux Archives nationales dans le fond de l'école centrale. Autre chose versée par le côté ministère de la Justice, le dossier de changement de nom, puisque Eiffel était Bonnickhausen dit Eiffel, hein, et il a demandé à s'appeler définitivement Eiffel parce que Bonnickhausen avait une résonance trop germanique qui nuisait à ses relations commerciales après la guerre franco-prussienne de 1870-71. Il y a les dossiers de Légion d'honneur. Alors c'est le même qui se trouve sur la base Léonore en ligne, hein, puisque c'est des dossiers numérisés, mais il y a donc chevalier et officier. Et pour le premier dossier, la première partie du dossier, il est encore Bonnickhausen dit Eiffel. Dans le second, il ne l'est plus, mais il veille bien à rappeler que entre-temps, entre 2 médailles, il a changé de nom et qu'il faut bien que l'administration prenne en compte de ce changement, et donc on a droit à d'autres explications sur les raisons, ou de nouvelles explications sur les raisons de ce changement de nom. Et puis le métier central des notaires de Paris, qui se trouve alors là aux Archives nationales de Paris, et donc comprend son testament, qui a été déposé juste après son décès. Donc tous les dossiers dont j'ai parlé, sauf le testament, se trouvent aux Archives nationales sur le site de Pierrefitte sur Seine. Et les Archives nationales préparent, donc ça sera mis en ligne d'ici le 14 décembre, si mes informations sont bonnes, un dossier thématique sur Gustave Eiffel qui comprendra des numérisations de dossiers ou de pièces de dossiers intéressantes donc, qui ont été réalisées par les collègues qui sont en charge de 6 différents dossiers, des départements différents, hein, que ce soit pour l'école centrale, c'est le département le DECAS, éducation, culture, action sociale, le ministère, le département justice intérieure pour changement de nom, Légion d'honneur il est déjà en ligne, et donc le métier central pour le testament. Voilà. Merci beaucoup Agnès. Avant de passer la parole à Gersande, me revient effectivement le nom donné à ces dossiers constitués qui étaient les dossiers des centraux célèbres. Voilà, ces dossiers constitués rétrospectivement, effectivement au fur et à mesure, on mettait dans les pochettes à la bibliothèque. Voilà, donc j'ai bien connu cette époque des centraux célèbres et je suis désolée pour Bouvard. Gersande, merci. Alors effectivement, ce qui est conservé à Roubaix, ce sont les archives de l'entreprise, donc les établissements Eiffel. Il n'y a pas à proprement parler dans ce qu'on a pu donc collecter des documents en direct, qui ont un lien direct avec Eiffel, mais on y voit toute son œuvre, déjà à travers toutes les notes de calcul, les dessins, les plans d'ensemble, mais également les diagrammes, les métrés, les rapports, la correspondance très nombreuse également. Et pour certains chantiers, notamment Viaduc de Garabie, pour
sur le Douro qu'on a vu, ce sont quand même déjà plusieurs dizaines de cartons qui sont consacrés à ces chantiers. Et ce que nous pouvons voir, ce sont à l'intérieur donc de ces cartons toute l'œuvre d'Eiffel à travers donc ses exécutants, des ingénieurs, mais également donc les dessinateurs, et également à travers la correspondance où on voit en creux la réponse donc de ces ingénieurs, mais également de ces directeurs d'agences comme à Saigon, à Lisbonne, avec Charles Loiseau, François Schull, par exemple, Jules Puig, qui répondent donc au courrier envoyé par Eiffel, voilà, pratiquement jour par jour. Et donc nous voyons ce discours, alors qu'une partie, bien sûr, mais en miroir, voilà, toute la pensée d'Eiffel et voilà, ce chef d'entreprise qui se dessine derrière cette correspondance. Donc effectivement, on voit l'œuvre d'Eiffel et on voit se dessiner Gustave Eiffel derrière, en filigrane. Merci. Finalement, les deux fonds sont assez complémentaires parce qu'en effet, il y a à Roubaix des éléments sur les œuvres de Gustave Eiffel réalisées avant qu'il démissionne de son entreprise, comme Garabi, Douro et autres. Mais le point de vue est différent. Il n'y a pas grand-chose, si ce n'est rien du tout, sur la Tour Eiffel à Roubaix. Donc j'insiste sur l'intérêt qu'il y a à mettre en perspective, et d'ailleurs nous le faisons, ces deux fonds, parce qu'ils ont un aspect très complémentaire. La Tour Eiffel, j'en ai déjà parlé, donc il y a tous ces dossiers de marché, de suivi de chantier. Il y avait 46 sous-traitants à la Tour Eiffel qui sont pour un grand nombre méconnus. C'est-à-dire on a Gustave Eiffel, son bureau d'études, on a quelques fournisseurs qu'on connaît un peu. Thierry Claes a évoqué tout à l'heure les forges de Pompey. Mais par exemple, qui fournit les rivets ? Eh bien, c'est une entreprise, Le Trotteur et Bouvard. Bouvard étant centralien. Donc, on peut s'amuser à essayer de remonter sur l'histoire de cette entreprise, d'interroger la base des anciens pour savoir quelle est la carrière de ce fameux Bouvard. Et c'est reproductible avec Sauter, par exemple, qui fournit les phares. Mais je pourrais en parler jusqu'à ce soir. Donc je voudrais dire simplement, en plus, qu'il y a deux parties de l'œuvre d'Eiffel ou de la vie d'Eiffel, de Gustave Eiffel, qui sont importantes dans le fond de d'Orsay, pardon. C'est toute la partie aéronautique. Alors, on y viendra tout à l'heure dans ma communication. Donc, il y a toute cette partie passionnante de Eiffel, aérodynamicien, à partir de 1903, pour être précis. Et puis, il y a une chose que nous sommes pas nombreux à avoir regardé, Michel Garmenal le premier et moi après, c'est tout le début de la carrière d'Eiffel qui est, à mon avis, extrêmement intéressante pour comprendre comment un jeune ingénieur se forme aux difficultés un peu de la vie d'entreprise. Il est secrétaire particulier d'un ingénieur civil qui s'appelle Charles Neveu, qui a des gros soucis. Et puis ensuite, il travaille pour la Compagnie Générale des Matériels de Chemin de Fer. Qui c'est ça ? Et c'est entre autres avec cette compagnie, qui est une compagnie belge initialement, et qui s'installe à Clichy, qui va construire là où tout d'un coup, enfin, l'ouvrage qui le fait sortir un peu du néant, en quelque sorte, c'est-à-dire le pont de Bordeaux. Or, et Charles Neveu, l'entreprise Charles Neveu, et l'entreprise de la Compagnie Générale des Chemins de Fer font plus ou moins faillite. Et moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir que ce jeune ingénieur a été confronté au problème de ce qu'est une entreprise et des risques
qu'elle ne réussisse pas. Et je crois que ça l'a marqué toute sa vie, ce passage, disons, difficile, où il a été licencié, hein, carrément, donc il a eu au moins une indemnité, ce qui lui a permis de rebondir. Donc quelqu'un qui vit en jeune ingénieur des difficultés d'entreprise et ensuite qui crée son entreprise pour se mettre à son compte grâce à des indemnités de licenciement pour aller vite. C'est quelque chose de très moderne, et si on veut comprendre Eiffel, constructeur métallique, enfin, ingénieur spécialisé dans la construction métallique et la connaissance du métal, aérodynamicien, c'est-à-dire là plutôt scientifique, eh bien, il ne faut jamais oublier le côté entrepreneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise les ingénieurs centraliens de cette époque, c'est-à-dire qu'ils sont ingénieurs entrepreneurs. Donc à travers et cet aspect initial de la vie d'Eiffel jusqu'en 1866, il se met à son compte en 66, et les difficultés datent de 63-64 avec la compagnie. Et donc ça, les gens, en général, c'est à part dans le livre de Michel Carmona, c'est un peu passé à l'as. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et cette année, j'ai noté qu'on avait assez peu parlé de ses débuts dans les différents colloques. C'est comme ça. Moi, j'ai des choses rentrées sur ce démarrage de carrière de Gustave Eiffel, et de toute façon, on aura des occasions ultérieures parce qu'il n'y a pas que le centenaire pour parler de Gustave Eiffel. Merci beaucoup, Jean-François. Et c'est le Fonds d'Orsay qui révèle tout ça. Je redis ça parce que c'est le sens du propos. S'il n'y a pas ce type d'archives, on passe à côté. Alors moi, j'ai été, en termes de typologie d'archives, je découvre en fait cette correspondance d'Eiffel avec ses responsables d'agence aux archives du monde du travail. Est-ce que, à contrario, il y a des pans de la vie d'Eiffel qui n'ont pas laissé de traces dans les archives, des choses qui nous manquent? Alors Jean-François, je sais que vous avez des choses à dire par rapport à ça et à l'avion, mais peut-être que l'une... Non. Voilà, c'est une question en plus, donc je pense que c'est plus particulièrement peut-être Jean-François ou Gersand. Oui, effectivement, nous, on n'a pas du tout tout ce pan de la mise en place de ces établissements, ce qui nous manque justement pour voir un petit peu cet aspect très marquant des débuts de sa carrière, comment il a pu effectivement verrouiller et sécuriser les aspects administratifs, comptables de son entreprise pour la faire perdurer. Et c'est une entreprise qui perdure puisque au-delà de son désengagement, elle continue, et ça va donner la compagnie française des entreprises métalliques, CFEM, qui va donner Eiffage, et pour laquelle on a conservé, on a donc les fonds d'archives également, et dans ces fonds d'archives, on a des résurgences de la période des établissements Eiffel, avec des plans du bon marché, par exemple, qui réapparaissent par cet intermédiaire. Donc on n'est pas encore à l'abri d'un dépôt quelque part qui conserve encore des archives Eiffel, et comme on l'a vu avec ces albums photos qui est une résurgence chez un particulier qui a pu les acquérir sur un marché, on pourra avoir à nouveau une visualisation de ces chantiers exceptionnels, notamment donc là, on voyait tout ce qui était Indochine, entre autres. Comment Eiffel a équipé, structuré ces colonies françaises, et de façon durable, puisque ça perdure encore aujourd'hui. Les ponts, les marchés, entre autres. Oui, il y a énormément de choses qui restent dans l'ombre. J'en citerai deux. Alors on s'emploie à faire que ça soit un peu moins dans l'ombre.
Le rôle de Gustave Eiffel dans la réalisation de la Statue de la Liberté. Rien aux archives d'Orsay, rien aux archives du monde du travail. Or, la Statue de la Liberté ne tient que parce qu'il y a le pylône de M. Eiffel, si bien qu'il se trouve avoir fait la Tour Eiffel et une partie de la Statue de la Liberté. C'est un peu pour ça qu'il sort du lot, quoi. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux, quoi. Et alors qu'il y a énormément de grands constructeurs métalliques qui ont été évoqués ce matin, qui, sur tous les autres aspects d'une vie professionnelle, valent largement Eiffel et son entreprise. Sinon, alors, un sujet qui nous intéresse à l'association des centraliens, les centraliens en général, la communauté centralienne, c'est les relations qu'il pouvait entretenir avec son école et avec l'association d'une part et la Société des ingénieurs civils, qui est rien d'autre qu'une sorte d'association bis, et même qui est préalable à l'association, puisqu'elle est créée par essentiellement des centraliens en 1848, alors que l'association est créée plus tard. Visiblement, il est comme un poisson dans l'eau. Il les préside l'une comme l'autre à plusieurs reprises. Il est président d'honneur, il est tout ça. Et on a l'impression, et il entretient un réseau d'amis, de collaborateurs, de fournisseurs qui sont du monde centralien. En général, on ne les connaît pas tous, et pas tant que ça. J'ai été surpris. Alors mon interprétation, c'est de dire que plus on est proche, moins on connaît. Parce que c'est du quotidien. Il avait comme principal collaborateur dans son entreprise, comme une sorte de bras droit, Jean-Baptiste Gobert. Qui connaît Jean-Baptiste Gobert? Personne. On connaît Coquelin parmi Maurice Coquelin, Nouguier et Seyrig avant, mais Jean-Baptiste Gobert, non. Et je me suis interrogé pourquoi il est si peu mis en valeur. Je pense qu'il est un peu écrasé par Gustave Eiffel. Ça, il y a quand même un peu de ça. Et puis, bon, c'est tout près d'une étoile, on ne voit pas trop ce qui s'y passe. Enfin, c'est des images qui valent ce qu'elles valent, elles me viennent à l'esprit, mais l'historien ou les historiens que nous sommes, nous devons de débusquer ces manques et d'essayer aussi de les expliquer. Alors parfois, il n'y a tout simplement pas d'archives. Alors, par exemple, la vie personnelle de Gustave Eiffel, après les lettres qu'il a pu écrire, elle est un petit peu en pointillé. Alors, on en parlait avec Madame Granet. Non, Granet. Les archives, on a ce qu'on a, on fait avec, je veux dire, et puis on s'intéresse ou on ne s'intéresse pas à ce qui manque. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, on ne va pas non plus... Enfin, c'est pas grave, quoi. Mais on peut quand même s'interroger sur ces manques. Alors, tout ça, c'est pour dire que des personnages archi-célèbres, on n'a jamais fini de faire des nouvelles biographies. Historiens que nous sommes, et je pense à Thierry, on le sait très bien. Alors ça veut dire que pour les jeunes chercheurs, le risque, c'est qu'ils disent « Oh, Gustave Eiffel, on a tout dit, il n'y a rien à dire de plus. » Eh bien non, il faut considérer qu'on peut remettre le sujet sur le métier et qu'on peut sûrement trouver des choses intéressantes et nouvelles. J'en profite pour dire une chose, c'est qu'on attribue à Eiffel énormément d'ouvrages qui ne sont pas forcément de lui, et même sûrement pas de lui dans certains cas, et en revanche, on n'a pas fait l'inventaire peut-être complet de tous les ouvrages Eiffel.
Moi, j'ai travaillé longtemps à l'inventaire général des richesses et monuments artistiques de la France, qui a perdu ce nom-là. C'est un problème qu'on connaît typique, c'est-à-dire qu'on attribue à un architecte, à Le Corbusier, n'importe tout et n'importe quoi. Eiffel, c'est un peu pareil. Donc, un des travaux, et je crois que l'association des descendants qui reste à faire et qu'il faut continuer, c'est un inventaire précis de tout ce qui a été réalisé par Eiffel ou l'entreprise Eiffel, bien documenté, et une évacuation. Bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, on a le droit d'être un monument qui n'a pas été fait par Eiffel. Mais quand on est au monument historique, ce qui a été mon cas pendant un certain temps, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une certaine injustice, c'est-à-dire que des ouvrages à peu près équivalents, bénéficiant d'un nom prestigieux, architectes, ingénieurs, vont être protégés, classés, inscrits ou classés, alors que l'équivalent ne va pas l'être. Exemple, les 4 viaducs de la ligne Neussargues, enfin, le viaduc de la Sioule, voilà, Rousia et Neuvial. Il y en a 2 qui étaient de Cail, 2 qui étaient d'Eiffel. Il a fallu attendre un temps fou pour que ceux de Cail, équivalents, soient protégés au titre des monuments historiques, parce qu'on a commencé par le grand homme, Gustave. Juste ajouter un petit mot, Jean-François, pour vous remercier vraiment au nom de l'association des descendants de Gustave Eiffel que je représente d'avoir soulevé ces questions d'archives. J'aurais juste aimé témoigner de façon très concrète sur la sauvegarde et le classement historique du pont de Bordeaux, que j'ai eu le plaisir de suivre d'un peu près en tant à la fois que bordelaise et descendante d'Eiffel. Ce pont était destiné à être démoli à partir de 2005. Nous avons monté une association. Nous avons travaillé pendant 3 ans à documenter en fait le pont de Bordeaux avec les moyens du bord. Et lorsque nous avons émis le souhait qu'il soit conservé, nous avons, à partir de ce jour-là, nous ne pouvions plus avoir accès aux archives de la SNCF pour des raisons tout simplement d'opposition de partis politiques. Donc ces archives sont devenues inaccessibles. Il a fallu, par d'autres moyens, comprendre quelle était l'importance de ce pont et finir aussi par écrire un petit ouvrage pour bien expliquer la part et le rôle d'Eiffel, jeune, comme vous l'avez souligné Jean-François, jeune, 26 ans, pas connu du tout, un rôle hiérarchique pas encore si important que ça, puisqu'il était simplement chef de chantier, mais finit par expliquer aux Bordelais et aux collectivités locales l'importance de ce pont dans l'histoire d'Eiffel. Le classement, il s'est décidé à 3 semaines de la démolition du pont par l'UNESCO, que je remercierai jamais assez, qui est venu demander au maire de Bordeaux et accompagné de l'adjoint du ministre de la Culture à l'époque de classer en urgence le pont de Bordeaux. À 3 semaines, sans l'action, avec cette recherche documentaire que nous avions menée, le pont ne serait plus là aujourd'hui et je pense qu'il manquerait bien, y compris dans ce colloque. Donc notre souhait, nous, association, avec le comité scientifique qu'on a créé, c'est de participer, dans la mesure de nos moyens, à la réunion de ces archives. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Isabelle Morin-Loutrel quand on était en train de parler du fonds Eiffel pour essayer de donner un accès mis en commun, en fait, entre les différents fonds d'archives, que ce soit la famille, que ce soit les archives nationales, que ce soit Roubaix, Centrale. C'est très, très important que quelqu'un qui vient chercher, comme monsieur, puisse peut-être avoir une sorte de plateforme Carrefour qui lui permettrait d'avancer dans ses recherches. Donc, merci de soulever ces questions. Moi-même, je viens de retrouver dans un grenier à Bordeaux les dessins d'exécution d'Eiffel pour le pont de Bordeaux. Je suis très, très heureuse pour apporter une petite pierre au fond documentaire. C'est pour expliquer que finalement, l'archive, c'est un chantier vivant et que grâce à vous, on espère la sécurisation de tous ces fonds. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous les participants et je voudrais juste ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque dans la connaissance de Eiffel ? Alors je dirais, il y a d'abord quelque chose qui intéresse souvent les journalistes. On me dit « Ah, quelles étaient ses maîtresses ?» Bon, pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Donc, ce n'est pas la peine d'en inventer. Peut-être qu'il y en a eu, peut-être pas. Mais en tout cas, le document, c'est le document, on ne l'a pas trouvé. Deuxième question, était-il franc-maçon ? Écoutez, nous sommes au moins 2 à avoir interrogé le Grand Orient de France. On n'a pas eu accès aux archives, mais on nous a répondu à tous les 2 que, archives consultées, il n'a jamais été enregistré comme franc-maçon.
Il avait beaucoup d'amis, des collaborateurs qu'il était. Voilà. Alors maintenant, troisième point, et puis je ne vais pas vous prendre davantage de temps. Je crois, ça a été évoqué à propos de Gobert, ses collaborateurs, ses partenaires, ses associés. Eiffel n'était pas, je dirais, autoritaire, mais il considérait qu'il était seul à concentrer les effets d'image. C'était lui le responsable de l'entreprise. C'était lui qui signait. C'était lui qui prenait les risques financiers, les risques judiciaires, les risques administratifs, les risques techniques. Et donc, en définitive, bon, c'était lui qui assumait la propriété, si je peux dire, intellectuelle, technique, d'image, en termes de communication, etc. Alors, il ne cherchait pas forcément à jeter dans l'ombre les autres collaborateurs. Il fallait être sérigue pour être aussi susceptible et mal prendre le fait que Eiffel ait demandé à faire le premier la communication à l'Association des ingénieurs civils. Seyrig ne l'a pas supporté et il l'a grillé, ce qui était vraiment malhonnêteté intellectuelle de la part de Seyrig. Je veux dire, moi je ne suis pas là pour dispenser les blâmes, mais enfin, ce n'était pas élégant du tout. Bon, quoi qu'il en soit, moi, mon sentiment, après avoir beaucoup travaillé dans les différents fonds d'archives, et je remercie tous ceux qui contribuent justement à nourrir cette connaissance sur Eiffel, je crois qu'Eiffel était avant tout quelqu'un qui ne voulait dépendre de personne. Je crois que c'est ça le plus important. C'est pour ça qu'il n'a pas adhéré à la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'il ne s'est affilié à aucun parti politique. Il a essayé d'avoir une petite carrière politique, ça n'a pas marché. Il a très vite renoncé. Et je crois que c'était son souci d'être indépendant, autonome qui le caractérise. Et je crois que ça, c'est un exemple qui est un exemple très important. Moi, pour avoir connu, je ne suis pas centralien, je le regrette, mais pour avoir connu, j'ai eu beaucoup d'amis centraliens, j'allais dire sur le long terme, hein, puisque j'ai un âge déjà plus que canonique. Mais ça a toujours été cela qui m'a frappé. Ça a été ce goût de l'entrepreneuriat. Et le goût de l'entrepreneuriat, c'est vrai que quelquefois, il y a des compromissions. Moi, j'ai connu des amis qui, effectivement, se sont engagés sur ces voies. Mais je crois que l'une des caractéristiques du tempérament d'entrepreneur centralien Supélec aujourd'hui, c'est justement d'être soi-même entrepreneur et de faire, comme l'avait écrit Eiffel à ses parents quand il a choisi Centrale, au lieu de choisir de redoubler la préparation à Polytechnique, c'était le désir de se faire soi-même et d'être soi-même dans ses succès et dans ses échecs. Voilà. Ben écoutez, je ne veux pas déroger à la règle. Si j'ai dérogé, je vous prie tous de m'excuser. Merci à tous les participants à la table ronde.